Il se passe des choses inexplicables dans le bois hanté de mon village. Je m'excuse pour le titre un peu accrocheur. J'ai mis hanté pour que les lecteurs n'affectionnant pas les histoires effrayantes évitent de cliquer. Mais il ne s'agit pas là d'une histoire surnaturelle. Tout ce que je vais vous raconter s'est bel et bien déroulé et possède sûrement une explication rationnelle. Du moins j'imagine, je n'en ai pas encore trouvé. Les faits se sont déroulés il y a une vingtaine d'années de cela. En 1995, j'emménage avec mes parents dans un petit village d'environ 300 habitants. Je préfère garder le lieu secret, mais c'est un village classique du nord de la France. J'ai 8 ans à l'époque. Nous arrivons durant l'été et je passe cet été seul avec mes parents. Peu après notre arrivée a lieu une fête de village. Nous nous y rendons avec mes parents pour rencontrer les habitants du coin. La fête est sympa et me permet de jouer avec les autres enfants. Le lendemain, mes parents viennent me parler dans ma chambre. Ils m'expliquent alors qu'il m'est formellement interdit de me rendre dans le bois près de la ferme. Je me souviens qu'ils m'ont montré le bois qu'on peut voir depuis la fenêtre de ma chambre. Il est au bout d'une route de campagne qui part du village pour aller à une ferme des environs. Évidemment, comme tout enfant cherchant un sens à ce qui l'entoure, je leur demande pourquoi. Ils m'expliquent alors que le bois est en fait un marécage très dangereux et qu'un enfant a été retrouvé mort noyé il y a 2 ans. Clairement. Cela me fout les jetons et ne me donne en aucun cas envie de m'y rendre. L'été passe et arrive la rentrée scolaire. Je me rends à l'école du village qui regroupe différents élèves du coin. Tout se passe bien pour moi. Je me fais rapidement des amis et comme vous vous en doutez, le sujet du mystérieux bois revient un jour sur la table. Tous les élèves ont des informations différentes sur pourquoi le bois est dangereux. Pour certains, il ne faut pas s'y rendre car c'est un marécage. Pour d'autres, il est habité par des personnes qui kidnappent les enfants et pour d'autres, il est même peuplé de monstres. Un de mes camarades prétend que son grand frère est allé dans le bois et que rien de tout cela n'est vrai, qu'il s'agit d'une légende pour faire peur aux enfants. Un des fils du fermier qui habite à côté du bois est un élève de ma classe. Lui dit avoir vu quelquefois des camions militaires venir pour chasser ceux qui se cachent dans le bois. Bref, chacun y va de son avis. Mais tous sont d'accord pour dire qu'un enfant a été retrouvé noyé il y a 2 ans dans le bois. Apparemment, il s'agissait d'un enfant de la famille du maire, son neveu, venu lui rendre visite et qui se serait perdu puis noyé dans le bois. Il est enterré au cimetière du village. Quoi qu'il en soit, nous avions tous peur du bois et même si nous discutions parfois du sujet, aucun de nous ne disposait de suffisamment d'informations pour pouvoir vraiment comprendre ce qu'il s'y passait. Mais les choses changèrent en arrivant au collège. Les années passent et j'arrive en 4e au collège de la petite ville la plus proche. Je me rends en bus. On est maintenant en A999. Je suis dans la classe de mon meilleur ami que j'ai rencontré à l'école primaire et qui habite aussi mon village. On l'appellera Paul. J'ai changé tous ces noms de cette histoire. J'ai de bons résultats scolaires et je me sens bien intégré à ma classe. La rentrée de 4e se passe bien et nous arrivons vite à la dernière semaine avant les vacances de Toussaint. Lors d'un repas à la cantine avec un groupe d'amis de ma classe, nous évoquons avec Paul l'histoire du bois hanté. Nos amis réagissent de façon diverse mais pour la plupart ce n'est qu'une histoire pour que les enfants évitent de se perdre dans le bois et de se noyer. Je me sens un peu humilié car cette histoire est prise très au sérieux au village. Je commence à remettre en question ce que mes parents m'ont enseigné comme je l'ai fait pour beaucoup de choses à cet âge-là. Un garçon de ma classe assis à notre table nous prend la à partie et nous dit que pour lui ce ne sont que des histoires et que pour nous le prouver, il ira passer la nuit de Halloween là-bas. Il nous demande alors de se joindre à lui. On se regarde avec mon ami Paul. Je sens que nous avons tous les deux envie de refuser. Aller là-bas la nuit me semble clairement une mauvaise idée. Au fond de moi, j'ai toujours peur de ce que je pourrais trouver dans le bois. Je décide de décliner l'offre, mais je propose qu'on y aille de jour pour mieux voir ce qui s'y passe. Paul est d'accord avec moi, mais Marc rigole et dit qu'il n'y a aucun intérêt si on y va de jour et que lui ira bien la nuit de Halloween. Il alterque alors son copain Gaston et lui dit qu'il passera le chercher en scooter à minuit. 2 groupes se forment alors. Paul et moi décidons d'y aller le 31 octobre pendant la journée. Et Marc et son ami Gaston s'y rendront de nuit. Le 31 octobre était le premier dimanche des vacances. Je préviens mes parents que je sors voir Paul et vais toquer à sa porte vers 16h comme convenu. On marche alors sur la route qui mène à la ferme. Nous avons chacun emmené un sac avec du matériel, dont un canif en cas de pépin. Le trajet jusqu'au bois est pesant mais nous sommes quand même tous les deux curieux de savoir ce qu'on va y découvrir et aucun de nous deux ne veut montrer à l'autre qu'il est stressé. Nous arrivons alors à notre destination. À première vue,
Rien de bien suspect. On marche quelque temps à la lisière et Paul découvre alors un sentier. Nous décidons de l'emprunter et de nous enfoncer dans le bois. En tout cas, nous nous rendons très vite compte d'une chose, ce bois n'a rien d'un marécage. Nous continuons sur le sentier pendant quelques minutes et nous arrivons dans un endroit dégagé. Au centre, on voit des petites pierres qui forment un foyer pour abriter un feu de camp. Tout autour du foyer se trouvent de plus grosses pierres qui servent sûrement de siège. Je regarde Paul, l'air inquiet. Il me rassure en regardant le foyer et en me disant « Le dernier feu qui a été fait ici ne date pas d'hier en tout cas. Personne n'est venu ici depuis quelque temps, depuis l'endroit où nous sommes. » Nous pouvons voir une petite mare très peu profonde dans mes souvenirs, elle ne devait pas faire plus de 50 centimètres de fond. On décide alors d'explorer les alentours. Très vite, je tombe sur une sorte de trappe derrière un gros chêne. Elle non plus n'a pas été ouverte depuis quelque temps. Avec l'automne, un tas de feuilles s'est accumulé sur la plaque en métal. La trappe est fermée par un gros cadenas. Impossible de l'ouvrir. J'ai alors une idée qui, quand j'y réfléchis aujourd'hui, mérite d'être qualifiée de stupide, pour être sûr que Marc visite bien le bois cette nuit après s'être moqué de notre trouillardise. L'autre jour, je décide de lui laisser un message. Je prends une feuille et je lui écris un mot « Si tu trouves ce papier, ramène-le-moi pour prouver que tu es bienvenu ici le soir de Halloween. » Et je signe de mon nom et prénom avant de glisser le papier sous une pierre que je laisse en évidence sur la trappe. Pendant ce temps, Paul est parti de son côté. Je lui avais dit qu'il valait mieux ne pas se séparer et il a un tempérament très curieux. Me le voyant plus, je l'appelle et il réapparaît après quelques instants. Je suis soulagé de le voir et il m'explique qu'il a fait le tour de la clairière et n'a rien trouvé d'extraordinaire. Le bois n'est pas si grand que ça, excepté la petite mare que l'on voit depuis le campement. Il n'y a aucun autre point d'eau. Paul me regarde alors et nous réalisons tous les deux ce que nous venons de découvrir. Comment le neveu du maire, un garçon de 8 ans, a pu se noyer dans une mare si peu profonde. Je sens l'angoisse monter en moi. Nous entendons alors un bruit venant de la forêt. En y repensant aujourd'hui, je pense que ce n'était que le vent dans les feuillages ou un animal, mais avec le stress. Nous avons pris nos jambes à notre cou. Ce n'est qu'une fois que nous avons mis une bonne distance entre le bois et nous que nous nous sommes arrêtés de courir. Je reprends alors mes esprits et je me rends compte que j'ai laissé un mot signé de ma main sur la trappe. Paul me rassure en me disant que Marc le trouvera sûrement ce soir et que dans le pire des cas nous irions la récupérer demain. De toute façon, la nuit va bientôt tomber et il vaudrait mieux rentrer. Nous nous sentons un peu bêtes d'avoir couru alors qu'il n'y avait aucun danger visible. Hey, repensé, Paul trouve une hypothèse au décès du garçon. Il a sûrement trébuché et s'est cogné là tête contre une pierre avant de tomber dans la mare. Il a définitivement réponse à tout. Je rentre chez moi plutôt détendu. Le soir de Halloween se déroule sans souci et je vais me coucher en me demandant ce que Marc et Gaston nous raconteront à la rentrée. Mais très loin de moi l'idée de me douter que je ne reverrai pas Marc et Gaston à la rentrée. En fait, je les ai revus bien avant, le 1er novembre matin. J'entends quelqu'un sonner à ma porte. Je suis toujours dans mon lit à moitié endormi. Ma mère va ouvrir et me demande de descendre. Je m'habille en vitesse et je me dirige vers ma porte d'entrée. C'était Marc et Gaston, l'air livide, qui avaient besoin de me parler. J'avais Marc et Gaston debout devant moi et ils n'avaient pas l'air bien du tout. J'ai dit à ma mère qu'on allait faire un tour et nous sommes tous les trois sortis. Nous sommes ensuite allés chercher Paul chez lui et il nous a rejoints la mine fatiguée. Marc nous explique alors ce qui leur est arrivé la nuit dernière. Alors voilà. Je suis passé chercher Gaston plus ou moins vers minuit. T'étais en retard, le coupa Gaston. Bref, je suis passé le chercher, on a roulé vers le bois. On s'est garé près de la ferme. On a allumé nos lampes torches et on est entré dans la forêt. Mais très vite on a vu que ça allait être galère de marcher là-dedans de nuit. Il y a des tas de ronces là-dedans. On décide alors de retourner à la lisière et en faisant le tour, on a trouvé un chemin. Paul interrompt le chemin qui démarre au niveau du gros nid de poule. C'était celui que nous avions suivi la veille. Où est celui-là? Donc on suit le chemin avec nos lampes torches allumées pour y voir clair. On avance dans le bois en espérant trouver un endroit où s'asseoir un peu, se raconter quelques histoires qui font peur et rentrer nous coucher chez nous bien au chaud. Sauf qu'après avoir avancé quelques minutes, on entend un gros bruit métallique au loin. Tout de suite, on se tait et on éteint nos lampes. On se regarde avec Gaston et je lui fais signe de continuer. On avance sans un bruit dans le noir le long du chemin et au bout d'un moment on commence à entendre des bruits de voix. Puis on voit la lumière d'un feu à une bonne centaine de mètres de nous. Là on hésite. Mais comme aucun de nous deux ne veut passer pour une chochotte, on décide de continuer. On quitte le sentier et on avance lentement dans les bois. Heureusement, les feuilles sont humides et on arrive à ne pas faire trop de bruit. On s'approche du feu en restant au maximum caché derrière les arbres. Au bout d'un moment, on est suffisamment prêt pour voir approximativement ce qu'il se passe. Plusieurs personnes sont assises dos à nous autour d'un feu de camp. Ils ont simplement l'air de
Discuter comme si c'était de simples scouts, sauf que c'étaient des adultes. De quoi ils discutaient? Lui demandai-je. On n'a pas entendu grand-chose. Il y en a un qui a dit et qu'il était impatient de repartir d'ici. À ce moment-là, Gaston et moi, on s'était planqués derrière un arbre pour écouter. Mais au bout de même pas une minute, un des gars s'est levé et s'est dirigé vers l'arbre où on se trouvait. On a vraiment eu la pression à ce moment-là. Soit on courait, soit on essayait de rester caché. L'arbre derrière lequel on se trouvait était vraiment gros, donc on a décidé de faire lentement le tour pour se cacher de l'autre côté. Laisser le type pisser ou que sais-je et nous tirer sans faire un bruit. On avance alors le long de l'arbre aussi silencieusement que possible quand soudain mon pied appuie sur quelque chose de métallique. Et ça a fait un bruit qui nous a tous fait sursauter. Les conversations se sont tues autour du feu. C'est alors qu'on a entendu « Qui est là ?» en provenance du camp. Clairement, à ce moment-là, on n'a pas réfléchi. On a juste foncé comme des attardés chacun avec sa lampe. J'ai pas osé regarder derrière moi pour voir s'il nous suivait, mais on a dû battre le record de 100 mètres d'oxygène. C'est impossible, reprit Gaston, mais oui, on est allé super vite. On est sorti de ce bois maudit et on est rentré chez nous. T'avais raison, dit-il en me regardant. Il se passe des choses louches dans ce bois. Pendant qu'ils racontaient leur histoire, je pensais à ce qui avait pu arriver au message que j'avais laissé sur la trappe. Je leur demandais, mais ils n'avaient rien vu. Paul et moi leur avons alors raconté notre aventure de la veille. Nos histoires concordaient bien. Ils avaient dû marcher sur la trappe métallique en essayant de se cacher. Nous déambulions dans les rues du village depuis quelques minutes et décidâmes de s'asseoir sur un banc sur la petite place centrale où se trouvait l'église du village. D'ici, on pouvait apercevoir le cimetière situé juste derrière. Je leur demandai, « Vous croyez qu'il lui est arrivé quoi au neveu du maire ?»« Aucune idée, répondit Gaston, mais en tout cas je te parie qu'il s'est pas noyé tout seul. Faudrait demander à Thomas, il a toujours réponse à tout. » Thomas était un ami à Paul et moi. Il avait des facilités en classe et était clairement en avance sur nous. C'était quelqu'un de toujours souriant et qui aimait bien passer du temps avec nous à nous expliquer ses découvertes. En comparaison, j'étais plus un élève studieux que brillant, mais les professeurs m'appréciaient davantage et reprochaient à Thomas de ne pas utiliser tout son potentiel. Alors que nous étions assis sur ce banc, un sujet me taraudait et j'ai demandé à mes amis s'ils voulaient bien m'accompagner tous les trois voir si mon message était encore là-bas et enquêter par la même occasion. Aucune chance que ton message soit encore là, dit Gaston, ils ont sûrement ouvert la trapière. Mais je veux bien venir si ça peut soulager ta conscience. C'est pas comme si j'avais autre chose à faire. Marc se montra plus hésitant. Ces gens sont peut-être encore et j'ai pas envie de leur retomber dessus, dit-il. Et puis, comme l'a dit Gaston, ton message est plus là-bas, c'est sûr. Paul dit qu'il était d'accord pour venir. Mais c'est la dernière fois que je rentre dans ce bois. On y va, on cherche des indices sur ce qui a pu se passer et on repart. Marc acquiesça et nous prîmes la route en direction de la ferme. En chemin, la discussion s'était décontractée et on parlait des derniers contrôles, des résultats du football et de la relation compliquée entre Marc et sa copine. Bref, de tout et de rien. Mais une fois entrés dans le bois, les conversations se firent plus discrètes. Nous écoutions tous les bruits de la forêt craignant d'entendre la présence de quelqu'un. Enfin, nous arrivâmes à la clairière. Marc et Gaston avaient raison. Des gens étaient bienvenus ici cette nuit. Des cendres récentes étaient éparpillées dans le foyer. Et des traces de pas étaient encore visibles. Nous contournions le grand chêne pour arriver à la trappe, comme nous nous y attendions. Le mot laissé la veille n'était plus là. Je le cherchais aux alentours quand Paul, qui s'était penché pour observer la trappe métallique, nous appela, « Venez voir ça. Il y a un symbole gravé sur la plaque. On dirait la lettre D. » Effectivement. On pouvait apercevoir un demi-cercle dans un des coins. Je n'avais pas dû l'apercevoir hier à cause des feuilles mortes qui recouvraient alors la plaque, et je n'avais aucune idée de ce que ce D pouvait signifier. Après quelques minutes à chercher d'autres indices, nous décidions de rentrer. Le retour se passa sans encombre. Nous avions fait ce que nous pouvions. Aucun de nous ne voulait plus entrer dans ce bois. On se souhaita bonnes vacances et chacun rentra chez soi. Mes premiers jours de vacances se passèrent bien. Je faisais mes devoirs le matin et sortais voir Paul et mes autres amis de l'école primaire l'après-midi. Le vendredi soir, je rentrais à la maison pour dîner après avoir joué au foot et discuté avec mes amis pendant des heures. En entrant, ma mère me dit de récupérer une lettre qui était arrivée pour moi et qu'elle avait posée sur la table. Je pris l'enveloppe et monta dans ma chambre. Je ne reconnaissais pas l'écriture. J'ouvris l'enveloppe et en sortis un mot, comme beaucoup doivent s'en douter en lisant ces lignes. Il s'agissait du mot laissé sur la trappe « Si tu trouves ce papier, ramène-le-moi pour prouver que tu es bienvenu ici le soir de Halloween. Modos. »
L'expéditeur avait laissé un message. Derrière toi. J'étais terrifié. Qu'avait voulu dire ceux qui m'avaient renvoyé mon message? Était-ce une menace? Est-ce que ces gens m'espionnaient? Me voulaient du mal? Je ne mangeais presque rien ce soir-là et me rendis dans ma chambre tout de suite après le dîner. Je n'arrivais pas à dormir et ne cessais de regarder par la fenêtre pour voir si j'apercevais quelque chose dans la direction du bois Mérien. Je restais éveillé jusque tard dans la nuit. Le lendemain, j'en discutais avec Paul. Pour lui, si on m'avait envoyé ce message, c'était pour me faire peur et me rendre paranoïaque. La deuxième semaine de vacances fut difficile, si le message était censé me rendre paranoïaque. C'était réussi. J'étais constamment stressé et j'observais le bois par la fenêtre tous les soirs. Mais je ne voyais rien. La fin des vacances me fit le plus grand bien. Le retour des cours occupait mes journées et petit à petit je réussis à chasser de mon esprit ce message pour réfléchir plus rationnellement au problème. On se retrouva tous à la rentrée, Paul, Marc, Gaston et moi pour aller parler à Thomas, après lui avoir tout raconté. Il réfléchit et nous dit qu'au final tout ce qu'on avait vu c'était des gens dans une forêt assis autour d'un feu et que cela pouvait être n'importe qui. Thomas proposa plusieurs idées. Il pensa tout d'abord à un entraînement de militaires comme il y avait une base militaire non loin d'ici, mais on répliqua que des militaires n'iraient pas tuer un gamin. Il suggéra alors l'hypothèse d'une secte. Il avait lu pas mal de choses à ce sujet et il expliquait qu'il y avait beaucoup plus de sectes qu'on ne le pensait. Leurs membres se réunissaient dans des lieux tenus secrets et la réputation du bois était plus que bienvenue, faute de mieux. Nous gardâmes cette hypothèse, mais nous ne savions toujours rien sur pourquoi ces gens s'étaient réunis le soir de Halloween ni ce qui était arrivé au neveu du maire. Alors qu'on discutait, Thomas nous interrompit pour soulever un point qui ne fit qu'ajouter plus de mystère à nos recherches. Il ne comprenait pas pourquoi le neveu du maire était enterré au village. Pourquoi sa famille qui n'était pas du village avait accepté de l'enterrer à l'endroit même où il avait perdu la vie. S'ensuit alors une discussion sur où une personne avait le droit d'être enterrée et comment était déplacer les corps que je vous épargnerai ici. Ce mystère me fascinait de plus en plus. J'avais envie de le percer à jour, mais j'étais toujours terrifié par la mise en garde que contenait l'enveloppe. Les semaines qui suivirent, je décidai de continuer à observer le bois par la fenêtre de ma chambre. Jusque tard dans la nuit, après plusieurs nuits de veille, je commençais à être vraiment fatigué et je ne voyais toujours rien. Au final, je n'étais encore qu'un collégien. Il fallait peut-être mieux que je continue de me concentrer sur mes études plutôt que chasser une secte qui n'existait que selon les dires de Marc et Gaston, les deux comiques de la classe. Peut-être étaient ceux qui m'avaient fait une blague en me renvoyant mon message. Je décidai de continuer m'éveiller jusqu'à la fin du mois de novembre, puis d'arrêter si rien ne se présentait. Et c'est le 29 novembre que je les ai vus. Il était aux alentours de minuit et demi quand une voiture se gara près de la ferme. La voiture ne venait pas de la route qui partait du village, mais des chemins de terre qui passent à travers champs et qui sont seulement utilisés par les agriculteurs. La voiture s'engagea sur un chemin derrière le bois et disparut quelques minutes. Puis, des lumières de lampes torches apparurent et plusieurs ombres se dessinèrent au clair de lune. Il semblait qu'elles prirent le même chemin que nous avions emprunté avec Paul. C'était difficile à voir de ma chambre, mais quelques minutes plus tard j'entreapercevais une fumée qui serpentait dans la nuit. Malgré la fatigue, je restais éveillé, la lumière éteinte, à observer le bois depuis ma fenêtre. Puis, vers 3 heures du matin, les ombres quittèrent le bois et les phares de la voiture se rallumèrent. Le véhicule s'enfonça dans le noir par là où il était venu. Je n'avais pas appris grand-chose de cette nuit, mais je savais que des gens venaient régulièrement dans le bois et y restaient quelques heures avant de repartir. À partir de ce moment-là, je décidai d'arrêter de veiller toutes les nuits à regarder par la fenêtre des heures durant pour me concentrer sur les cours. Je continuais quand même à jeter des regards dès que possible et je surpris tout de même les ombres à 2 autres reprises durant l'année. Cette année de 4e se termina sans que j'en apprenne plus et j'étais excité à l'idée d'être en vacances d'été. J'avais chassé le bois de mon esprit et j'avais envie de profiter de mon temps libre. Et il faut dire que ces vacances furent vraiment réussies jusqu'à ce qu'elles prennent une tournure inattendue. Tous les ans avait lieu la fête du village au début du mois d'août. L'ambiance était vraiment conviviale et personne au village ne voulait rater ce moment. Il y avait tout d'abord un repas qui se déroula dans la bonne humeur. Après manger, on se retrouva avec mes amis du village dans un coin de la place centrale où était organisée la fête. La discussion était animée et joyeuse. À un moment, Paul me prit à part. Il me montra le maire d'un signe de tête et me dit que c'était le moment idéal pour aller le voir et essayer de démêler le mystère autour du décès de son neveu. Le maire était en train d'observer les villageois danser au rythme de la musique avec un air hébété. Il était de toute évidence sous. Je ne trouvais pas que c'était une bonne idée, mais Paul avait raison, c'était le moment ou jamais d'en savoir plus. Nous nous approchâmes du maire et engageâmes la conversation avec cet homme qui approchait là
soixantaine et qui était déjà mère lorsque j'avais emménagé. Après avoir échangé quelques banalités, Paul lui demanda s'il était passé dans la ville du coin la veille. Le maire lui dit que non et Paul lui dit qu'il aurait juré l'avoir vu et qu'il s'agissait peut-être de son frère. Le maire répondit qu'il n'avait pas de frère. Je demandai alors au maire comment se portait sa sœur. Il nous répondit alors qu'il n'avait pas non plus de sœur et qu'il était fils unique. Paul et moi échangeâmes alors un regard d'incompréhension. Nous voulions amener le maire à parler du décès de son neveu en le questionnant sur sa famille et nous attendions pas à une telle réponse de sa part. Le maire se ressaisit et nous dit qu'il avait trop bu et qu'il racontait n'importe quoi quand il était dans cet état. Il s'excusa et nous laissa seuls Paul et moi. Les semaines qui suivirent nous essayâmes tant bien que mal de comprendre ce qui avait pu se passer. Comment le prétendu neveu du maire pouvait-il reposer dans le cimetière du village? Quelque chose n'allait pas. Paul brûlait d'envie de retourner dans le bois, mais nous étions jurés de ne plus y aller et j'avais toujours le message de menace en tête. Et depuis ce jour, plus rien. Il n'y eut plus aucun fait notable. Je continuais parfois à voir des ombres rôder autour du bois pendant mon année de troisième, mais aucun indice n'est venu compléter nos recherches. Puis, le temps passa et je partis en internat pour le lycée. Petit à petit nos chemins se sont éloignés entre Paul, moi et les autres. J'ai définitivement quitté la région pour faire mes études supérieures, puis trouver du travail. Je sais que Paul voulait devenir militaire comme son père, mais je n'ai pas eu de nouvelles depuis des années. Aujourd'hui, tout va bien pour moi, mais pendant toutes ces années j'ai régulièrement repensé à cette histoire, et je n'arrive pas à éclaircir toutes les zones d'ombre. Je suis actuellement de retour chez mes parents pour quelques jours de vacances et j'ai décidé de résoudre définitivement ce mystère et de retourner une dernière fois dans le bois. J'ai appelé le téléphone de la maison des parents de Paul. Il m'a décroché et m'a dit qu'il était lui aussi en vacances chez ses parents et qu'il avait du nouveau sur le bois. On se voit la semaine prochaine et j'espère qu'on pourra enfin démêler cette affaire.